Yo tout le monde, ici Purple Sensei, j'espère que vous allez bien, moi c'est la forme, car je viens de regarder l'épisode 3 de la saison 7 de Game of Thrones, et je dois vous dire que j'ai beaucoup apprécié l'épisode, alors n'attendons plus et place à la review. Alors, comme on s'en doutait suite à l'épisode de la semaine dernière, l'épisode débute par l'arrivée de Jon Snow et de Sir Davos à Pendragon. Ils sont accueillis par Tyrion, Missandei et par des Dothraki armés jusqu'aux dents. Alors bien sûr, cet accueil a été orchestré par Daenerys pour faire ici l'étalage de toute sa puissance. Alors personnellement, moi ça m'a fait un petit peu sourire l'échange entre Jon et Tyrion. L'un l'appelle le bâtard de Winterfell, l'autre le nabo de Castle Rock. J'aimais aussi les souvenirs du passé qui ont été ramenés dans cet épisode. Et l'autre échange rigolo où Tyrion dit à Jon qu'il ne comprend pas comment un bâtard comme lui peut devenir roi du Nord. Et là, t'as Jon qui lui dit un petit peu ah, attends, mais toi t'es non seulement un nain, en plus d'être un Lannister, alors c'est encore plus difficile pour moi de comprendre comment tu peux être devenu la main de Daenerys. Alors une fois l'accueil et l'échange de politesse terminé, alors je dis politesse car quand même Jon et ses compagnons ont été forcés à être désarmés, il ne leur aura pas fallu faire plus qu'une centaine de mètres pour découvrir l'arrivée des dragons massifs, pleins de vigueur, et qui les ont pris par surprise. On peut voir directement sur la tête de Jon et sur la tête de Davos qu'ils n'en croient pas leurs yeux, ils sont abasourdis, et je pense qu'ils se disent que s'ils arrivent à convaincre Daenerys, c'est vraiment l'allié qu'il leur faut pour combattre les marcheurs. On a droit ensuite à un petit échange entre Mélisandre et Varys. On voit ici une Mélisandre qui regrette les actes qu'elle a pu faire et les erreurs qu'elle a commises, notamment la mort sur le bûcher de la fille de Stannis. Varys essaye de l'intimider en lui disant qu'elle n'a pas intérêt à revenir sur Westeros car sinon sa vie sera en danger. Et là, elle lui fait une petite réplique lui disant qu'elle n'en a rien à faire car de toute façon, ils sont tous condamnés à mourir. On arrive enfin à la rencontre entre Jon et Daenerys. Jon arrive dans la salle du trône et découvre Daenerys assise telle une reine, protégée par ses gardes du corps. Et on a droit à l'interminable présentation de Missandei. Opposée à cela, une petite et rigolote présentation de Sir Davos qui présente Jon comme le roi du Nord et un bâtard. Comme je m'y attendais dans les prédictions, on a ici Jon qui refuse de s'agenouiller sous la demande de Daenerys. Et une Daenerys qui bombe le torse, qui met en avant son armée d'immaculés, ses Dothraki, ses dragons, et qui se présente comme une Daenerys invincible. Mais la force d'événement fait que Daenerys ayant perdu la majorité de sa flotte face à Euron Greyjoy, et par la même occasion son alliance avec les Martell et les Tyrell, elle va être obligée de faire des compromis pour s'allier avec ceux du Nord, avec Jon Snow. Mais évidemment, on présente à Daenerys un ennemi dont elle ignore l'existence, dont elle doute qu'il existe réellement, et qui lui ferait perdre du temps dans sa conquête de Westeros. Il est tout à fait normal dans un premier temps que celle-ci refuse l'alliance avec Jon pour s'opposer aux marcheurs blancs. Néanmoins, comme prévu encore une fois, ici on a Sir Davos et Tyrion qui arbitre un petit peu cet échange et qui se porte en médiateur. Tyrion explique alors à Jon que s'il a une proposition plus raisonnable, Daenerys serait peut-être enclin à l'accepter et faire naître une relation durable entre les deux camps. Lors de son deuxième entretien avec Daenerys, Jon lui demande alors la possibilité d'exploiter le ver dragon afin d'avoir ne serait-ce qu'une arme pour pouvoir se défendre contre les marcheurs, ce qu'elle accepte en guise de bonne volonté. Néanmoins, elle fait bien comprendre à Jon qu'elle souhaite continuer à conquérir Westeros et que tôt ou tard, il devra se soumettre à elle et elle souhaite le gouverner. Alors, suite à ça, on a le droit à notre petit passage sur les Greyjoy. En premier lieu, on a le repêchage du trouillard Théon. Théon qui n'assume même pas. Il fait style devant tout le monde qu'il a essayé de sauver sa sœur, mais mec, ça marche pas avec les gars de l'île de Fer, hein. Les mecs, ils t'ont pas cru, ils ont pas cru à moi ce que t'as raconté. Ils savent très bien que t'es un lâche, que t'es un gros trouillard, et ça, pour le reste de l'aventure, mec, t'es fini, ta réputation est terminée. Par contre, le cousin Euron, lui, il arrive à Port-Réal de manière triomphale, comme on l'avait dit la semaine dernière dans les prédictions. Il arrive et il est adulé par la foule. On voit clairement qu'il adore ça, et il se paie même le culot d'entrer à cheval dans la salle du trône. À ce moment-là, déconfiture totale pour les serpents du sable. On voit la mer décomposée lorsqu'elle voit Cersei à nouveau reine et sur le trône, et on la voit décomposer une deuxième fois lorsqu'elle voit que la montagne, celui qui a tué Oberyn, est encore en vie. Pas de déconfiture par contre pour Euron, non, le mec il est en train de jubiler totalement.
Il est acclamé par la foule, il va chuchoter des petits mots aux oreilles de Cersei, lui rappelant que ce qu'il veut lui en cadeau, c'est le mariage, et elle accepte d'ailleurs, à condition qu'ensemble, ils remportent la victoire sur les guerres. Et le gars, je sais pas, mais c'est un fou, il jubile tellement qu'il se paye le culot d'aller dire à Jaime Lannister, d'aller lui demander quelles sont les préférences sexuelles de sa sœur. Lui qui semble être au courant de leur relation intime, il est tellement fou qu'il se permet de lui demander ça. Franchement, moi cet échange, je l'ai trouvé complètement ouf. Allez, je vais vous le remettre une fois pour qu'on se rende bien compte de la folie du personnage. Does she like it gentle or rough? A finger in the bum. Not now. We'll talk later. Alors, je sais pas pour vous, mais moi je me demande vraiment, au fur et à mesure des épisodes, quelle tournure les événements vont prendre à cause de cette folie de Euron Greyjoy. Suite à ça, on a le droit à 3 scènes centrées sur Cersei. Normalement, ces scènes sont là pour nous montrer que Cersei veut montrer qui est le boss. Et ouais, ici c'est elle le patron, c'est elle la reine, c'est elle qui dirige. En premier lieu, on a bien sûr droit à un avant-goût de sa vengeance sur les serpents des sables. Tout est mis en scène pour dégoûter et faire flipper au maximum celle qui a tué sa fille. On a la montagne pour lui rappeler que son mari est mort et pas lui. Elles sont enchaînées toutes les deux et Cersei lui annonce clairement la couleur. Elle va tuer et faire souffrir sa fille sous ses yeux en guise de punition pour la mort de Mysaelia. Ici on aura œil pour œil, dent pour dent. Cersei a choisi la mort par empoisonnement. Et tout le long que va durer son agonie, Cersei va faire changer les torches pour que son ennemi ne loupe rien de la décomposition de sa fille. Et le pire dans tout ça, c'est que je pense que cette première épreuve psychologique sera un début pour le calvaire d'Ellaria Sand. Comme je vous le disais, Cersei mène la barque et elle le sait. Et elle n'a même plus peur, elle n'a même plus honte de montrer devant tout le monde qu'elle couche avec son frère. Et derrière, encore une fois, elle mène la barque face aux représentants de la Banque de Fer. Elle a bien compris qu'ils vont injecter de l'argent dans un camp ou dans l'autre pour avoir des profits sur le vainqueur de cette guerre. Elle compte bien devenir ce vainqueur. Elle arrive à convaincre ce représentant qu'elle réussira à payer ses dettes malgré le fait qu'ils ont perdu Castle Rock, ce qui par le passé leur a amené leur richesse, et malgré le fait qu'ils aient perdu leurs alliés les plus fortunés avec les Tyrell. Elle a tout ça en tête, mais elle garde un plan derrière la tête justement. Et elle annonce très facilement que sous 15 jours, elle remboursera jusqu'au dernier centime. Après tout, on le sait, c'est leur devise, les Lannister payent toujours leurs dettes. On s'envole vers le nord désormais et direction Winterfell. On a encore un petit passage sur Peter Baelish qui essaye encore de jouer un rôle dans cette aventure. Mais il est bien plus important, l'arrivée de Brandon Stark à Winterfell. Et le mec, vous l'avez vu arriver dans sa charrette décapotable, le mec c'est un thug. Il arrive dans le plus grand des calmes, ça fait je sais pas combien de temps qu'il a pas vu sa sœur et il est comme ça, tranquille. Ok Hélène, moi je reviens, et le mec il s'est passé, salut Sorette. Moi ça m'a fait délirer la tête qu'il faisait le gars quoi. Ensuite on a le droit à un échange entre le frère et la sœur sous le grand baral. Et encore une fois, tranquillement, le mec il est calme, il a acquis tellement de pouvoir. Et là il nous montre à quel point il a acquis de l'expérience et du pouvoir. Le gars nous dit qu'il voit tout, qu'il sait tout, qu'il a toutes les pièces du puzzle et qu'il n'a plus qu'à les réimbriquer les unes aux autres pour que le puzzle soit complété. Et je sais pas, là il est un peu con, ou clairement il joue le thug, hein. Parce que la seule chose qu'il trouve à dire à sa sœur quand il la revoit, c'est de lui remémorer le pire passage de sa vie, le moment où elle se fait violer par Ramsay, en décrivant la scène comme étant une scène remplie de beauté, comme étant une scène belle. Il lui dit « Tu étais magnifique ce soir-là, la nuit était belle et il neigeait comme aujourd'hui. » Bien sûr, affecté par ces paroles, on a Sansa qui s'éloigne, et on le voit à sa tête qu'elle est triste et dépitée. On assistera sans doute dans les épisodes à venir à d'autres échanges entre les Stark. Mais bon, j'espère que Bran changera un petit peu sa manière de faire ses discours, car là c'était vraiment déroutant. Ce qui est sûr, c'est qu'il a acquis un maximum de connaissances, il est au courant de tout. Il est au courant pour les origines de Jon, et c'est indéniable, c'est ce qu'il va vouloir lui dire dans leur prochain échange. Mais bon, même s'il a les informations et qu'il va les transmettre à Jon et à d'autres personnes, on a vu ici, on nous l'a laissé sentir dans cet épisode, que les gens sont très sceptiques. Ils peuvent croire ce qu'on leur dit, mais tant qu'ils n'ont pas de preuves tangibles, ils ne le prennent pas pour argent comptant. Il est sûr maintenant que Sam va devoir apporter des preuves matérielles, des preuves physiques, un livre, un extrait de naissance pour appuyer les dires de Bran. Tout comme Jon, d'ailleurs, devra montrer aux autres la preuve tangible, je pense, de l'existence des marcheurs. Car tant qu'il n'a que sa parole pour attester du danger qui attend tout le monde, ça ne suffira pas. Il va falloir vraiment montrer une preuve
faire ouvrir les yeux à tous sur le réel danger. Pour la suite, comme on y a été habitué dans chaque épisode maintenant, on a aussi notre petit topo sur Sam. Et super info, il a réussi vraiment à soigner Mormon. Celui-ci est guéri définitivement. Sa guérison est confirmée par l'archimestre. Et j'étais très étonné de voir que celui-ci ne tient pas rigueur des actions de Sam. Celui-ci pour l'instant ne se voit pas banni de la grande bibliothèque. On ne lui donne pas des tâches plus glorieuses. Il va avoir là un rôle de scribe, à recopier des manuscrits pourrissants. Mais on a reconnu sa valeur, on a reconnu ses compétences, car même certains maîtres n'auraient pas réussi à accomplir ce que Sam a réalisé. Il est temps donc pour Jorah Mormont de retourner voir sa belle, de retourner auprès de Daenerys. En tout cas, j'espère que sa mésaventure l'aura rendu plus fort. Personnellement, je vois très mal comment un tel personnage pourrait être mis de côté. Et on finit cet épisode très fort sur les prédictions, avec les deux batailles que l'on avait prévues. D'un côté, la prise de Castle Rock avec les Immaculés, et de l'autre côté, la prise de Haut-Jardin avec Jaime Lannister. La première bataille s'est déroulée exactement comme on l'avait prévu. C'est-à-dire que les Immaculés se sont rendus à Castle Rock, ont d'abord fait diversion, puis se sont introduits par les égouts via un passage secret dont Tyrion avait la connaissance. En effet, c'est lui qui s'est chargé de créer ce réseau d'évacuation, et il était le seul à connaître le point faible de cette forteresse imprenable. On a donc une poignée d'Immaculés qui ont emprunté ce passage secret et qui ont ouvert de l'intérieur les portes de la forteresse. De cette manière, toute l'armée a pu s'engouffrer et prendre Castle Rock en minimisant les pertes. Une fois la bataille achevée, Vergris s'est rendu compte d'une supercherie. Les autres Lannister, Jaime et Cersei, se sont doutés que Tyrion aurait pour objectif de prendre Castle Rock. Malgré l'attachement émotionnel qu'ils en ont, c'est leur foyer d'accueil, c'est là d'où ils viennent, c'est là d'où les Lannister ont tiré leur puissance par le passé. Ils décident de l'abandonner pour garder le gros de leur force pour la réelle bataille, celle qui a un poids décisif pour eux. Ils ont jeté toute leur force dans la bataille de Jardin. Pendant ce temps, la flotte de Euron Greyjoy encore une fois a fait fort, car elle a détruit le reste des bateaux de Daenerys. Les bateaux qui ont permis aux Immaculés de venir jusqu'à Castle Rock, leurs bateaux étant détruits, ces derniers se retrouvent piégés dans la forteresse. Les Immaculés étant immobilisés, l'armée des Lannister aura tout le loisir de faire ce qui leur plaît autre part dans Westeros. Et l'armée Lannister, parlons-en justement, elle est belle, grande, il y règne la discipline, les soldats marchent en rang, ça fait vraiment penser à des légions romaines. Et comme on l'avait senti lors de l'épisode précédent, c'est à l'aide de l'armée des Tarly, de l'armée du père de Sam et de ses archers, que les Lannister viennent à bout de l'armée des Tyrell et prennent Haut-Jardin. Cette victoire est d'une importance capitale pour les Lannister, car en plus de récupérer le grain, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais regardez sur cette image, les Lannister récupèrent aussi tout l'or d'une des familles les plus riches de Westeros. On les voit en train de charger littéralement des lingots d'or sur des chariots, dans le but de les ramener à Port-Réal, payer la banque de fer, et ainsi obtenir leur faveur. Et la troisième chose très importante ici, c'est la défaite d'Olenna Tyrell, l'une des ennemies jurées de Cersei Lannister. Cersei voulait d'ailleurs lui faire subir une mort épouvantable, atroce, mais ayant eu pitié de la vieille dame, Jaime a réussi à la convaincre et il permet à Olenna de mourir dignement et sans douleur grâce à une dose de poison. Cette dernière, avant de mourir, va lui révéler une information capitale. Elle lui confesse que c'est elle qui a empoisonné Joffrey. Elle lui demande d'en tenir informé sa sœur, sans doute pour la narguer une dernière fois avant sa mort, mais cette information est d'autant plus importante pour Jaime, car il déculpabilise totalement son frère, qui était accusé du meurtre de Joffrey. Et c'est ainsi que cet épisode s'achève. On aurait certes préféré voir des batailles un peu plus développées et plus mises en avant, mais croyez-moi, c'est aussi une bonne chose que ça ne fut pas le cas, car les metteurs en scène sont soumis à un budget pour réaliser la série. Un budget par épisode, un budget moyen. Lors de la saison précédente, de mémoire, il était de 10 millions de dollars par épisode. Ce qui veut dire que si moins de budget a été accordé pour cet épisode, ce qui n'a pas été utilisé sera réinjecté pour un épisode futur. Pour ce genre de série, les effets spéciaux coûtent cher, les figurants coûtent cher, et plus il restera de budget à utiliser, et plus on pourra attendre une fin de saison exceptionnelle. J'espère que cette vidéo vous aura plu, et que cet épisode vous aura plu également autant qu'à moi. Cette semaine, j'ai choisi de faire 2 vidéos différentes, une pour la review, et une deuxième vidéo avec des spoils pour la preview de l'épisode 4.
Je vous donne donc rendez-vous dans quelques jours pour cette prochaine vidéo. Ciao!